Buenos días a todos. Como veo que hay mucha gente que no me conoce, o que al menos yo no conozco, soy José Manuel Palacios, soy el director de esta escuela. ¿No se oye? El director de esta Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, y siento que el nombre sea tan largo, pero es en la Universidad Politécnica. Y mi papel es de anfitrión y de daros la bienvenida. No voy a hablar muchísimo del libro que he podido ojear gracias a que me lo habéis podido adelantar. Me ha parecido muy interesante. Creo que el análisis comparativo entre Francia y España de una situación que todos sabemos que es compleja ahora mismo arroja muchísimos puntos de interés que estoy seguro que van a destacar ahora los que presentéis el libro y los que lo vayáis a glosar. No quería alargarme más, daros la bienvenida, bienvenue aussi aux auteurs del libro, y quería dar la palabra a Eduardo, agradecer a Cajamar la iniciativa de hacerlo, agradecer a Cajamar el que lo hayáis traído a la escuela. Sabéis que aquí tenéis vuestra casa, estamos encantados, la colaboración en muchos eventos y en muchos ámbitos es grande y para nosotros es un placer teneros. Así que, sin más, bienvenidos a todos, disfrutar de esta escuela que es vuestra casa, y tendremos un rato para charlar después del evento, creo yo. Eduardo, cuando quieras, por favor. Buenos días. Antes de nada quiero agradecer la hospitalidad al director de la escuela. Para mí es la escuela de agrónomos, mi escuela, por lo tanto me siento como en casa, pero hay que reconocer que siempre nos habéis acogido a cualquier iniciativa de Cajamar y por lo tanto reitero el agradecimiento a José Manuel Palacios, director de la escuela de agrónomos. Agradecer también su presencia numerosa. Aquí les comentaba antes a los autores, están los representantes de las organizaciones agrarias, de cooperativas, gente del ministerio, gente del mundo académico. En definitiva, creo que aquí está una parte importante de lo que el libro cuenta, ¿no? Los representantes y los actores fundamentales del sector agroalimentario español. Bien, quiero agradecer también a los autores, merci, Bertrand, François. Es una publicación, y ahora yo no voy a entrar en los detalles, que me llegó de la mano de Eduardo Moyano. Eduardo me envió, como tantas veces, pues me envía artículos, me envía notas, estudios, me envió este estudio, creo recordar en su versión original, además en un PDF. Empecé a leerlo y he de reconocer que me cautivó el libro, porque vi que lo que estaba pasando en Francia, lo que había pasado en Francia, la evolución de la agricultura francesa y sobre todo de los agricultores, se estaba produciendo en nuestro país. Era un fenómeno que podíamos decir, con mayor o menor coincidencia desde el punto de vista temporal, se estaba produciendo en España. En definitiva, cuando me envió el libro, el texto Eduardo, inmediatamente le dije que había que hacer una publicación en español para que también nos ayudase a reflexionar, a analizar qué es lo que está pasando en España y de alguna forma estar también en condiciones de diseñar lo que deberían de ser las estrategias o la estrategia del sector agroalimentario español. La paradoja que yo encierra este libro, como saben ustedes, todos los años, más o menos en el mes de junio, Cajamar presenta lo que denominamos Observatorio de la Cadena Agroalimentaria. Y todos los años presumimos de que el sector está creciendo en volumen de producción, batimos un nuevo récord de exportaciones, este año más de 72.000 millones de euros, con una balanza superavitaria en España de más de 15.000 millones de euros. Y en definitiva, insisto, enfatizamos la importancia socioeconómica del sector agroalimentario, su crecimiento y en definitiva su desarrollo, su profesionalización. Pero la paradoja está en que cada vez este incremento de la producción lo protagonizan menos agricultores. Lo que yo resumo en una frase: cada vez menos producen más y los más producen menos. Y les voy a dar un dato que
que tenemos en el último estudio de Cajamar y que pone de manifiesto esto que le estoy diciendo. El 1,5% de las explotaciones españolas representan más del 38% de la producción final agraria. El 1,5% representa el 38% de la producción final agraria en estos momentos. El 70% de las explotaciones apenas llega al 14%. Y hay en torno a un 28% de explotaciones de tamaño medio que representan el 48% de la producción final agraria y que yo creo que están en un periodo de transición muy importante, que no saben qué hacer para poder mantenerse en el mercado. Bueno, posiblemente las causas sean múltiples: la globalización de la economía, de los intercambios, las reformas de la política agrícola comunitaria, el desacoplamiento de las ayudas que se hizo en su día, aquella empezó con la reforma McSharry a principios de los años 90. Bueno, en definitiva, tenemos un proceso donde, como digo, cada día hay menos agricultores y, sin embargo, no desaparece la agricultura. Lo que pasa es que los actores que la protagonizan son totalmente distintos. Y aquí está la gran pregunta: ¿qué pasa con el modelo tradicional de la explotación familiar agraria, que de alguna forma era el sustento del modelo agroalimentario europeo? ¿Es inevitable esta tendencia? ¿Se puede corregir? ¿Debemos corregirla? ¿Se puede compatibilizar el modelo de explotación familiar con un modelo productivo orientado al mercado, internacionalizado, tecnologizado? ¿Es posible la coexistencia de los dos modelos? ¿Qué hay que hacer para que coexistan? ¿Debemos impulsar los modelos intermedios, ese 28% que está ahí en un limbo, que no llega a tener la dimensión o la escala que le permita estar en el mercado, pero que en todo caso son agricultores que han invertido en los últimos años, se han profesionalizado y son buenos agricultores? Bueno, surge además ahora la oportunidad de que inauguramos un nuevo colegio de comisarios. La presidenta de la Comisión, von der Leyen, ha creado una nueva estructura donde, si no he entendido mal, agricultura pasará de depender de medio ambiente, pasará a la vicepresidencia encargada de competitividad. Me parece que es un acierto, porque la agricultura tiene que ser competitiva, porque si no difícilmente va a ser sostenible. Y hay un documento que a mí me parece que es un documento que centra el tiro, que es el documento Draghi, donde dice: señores, Europa tiene que despertar de un letargo de los últimos años y tenemos que construir una Europa productiva, reindustrializada, donde la tecnología sea en definitiva el vector o la palanca de desarrollo, porque si no, en un mundo globalizado, con los problemas geopolíticos que estamos presenciando, difícilmente podemos subsistir. Me consta que von der Leyen a sus comisarios les ha enviado el documento Draghi. Ahora veremos hasta qué punto el documento Draghi puede inspirar las futuras reformas, que entre otras la reforma de la PAC estará prevista para 2027. Bueno, yo termino aquí, como ven, con más preguntas y menos respuestas, porque las respuestas las tienen que dar precisamente ustedes. Los autores, decirles una vez más muchísimas gracias. Françoise, Bertrand, merci beaucoup. Votre travail c'est vraiment extraordinaire et je dois vous féliciter pour votre travail. Gracias además por habernos acompañado. Ellos vienen de Francia y efectivamente cada día los medios de transporte son más rápidos, pero también tienen algunas complicaciones. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Hemos pensado que después de la intervención de los autores debería haber una mesa redonda donde participen personas que conocen perfectamente el sector. Estará José María Sumsi, sobran las palabras de presentación aquí en la Escuela de Agrónomos, catedrático de Economía de la Escuela. Estará Tomás García Azcárate, que ahora mismo es un hombre multifuncional, porque aparte de intervenir y ser un experto en política agrícola comunitaria, está ahora mismo sirviendo de intérprete a los dos autores de todo cuanto estamos diciendo. Gracias, Tomás, va a participar en la mesa redonda. Y nos ha parecido también interesante que participase alguien que representa a un modelo de explotación familiar. En este caso estará aquí con nosotros también
una representante de las explotaciones familiares de UPA, pero sobre todo de las mujeres agrarias. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Catalina. Bueno, y gracias, quiero terminar agradeciéndole a Eduardo Moyano, primero por su visión, por su propuesta, por haber pensado en Cajamar, y le dejo ya a partir de ahora en sus manos la presentación del libro que va a coordinar con los dos autores. Así que muchísimas gracias por su asistencia y muchísimas gracias, Eduardo. Adelante. Que es un placer estar aquí en la Escuela de Agrónomos de Madrid, aunque yo he estudiado la de Córdoba, y también es un placer estar presentando el libro de mis colegas y amigos Bertrand Herbier y François Purseigle, sociólogos franceses ambos, a los que conozco desde hace mucho tiempo y con los que he mantenido una relación tanto académica como personal muy estrecha. Quiero en primer lugar trasladar mi agradecimiento a Cajamar por dos razones. Una, por haber recibido mi propuesta de publicación de este libro con la rapidez y con el estímulo y el interés que ha manifestado el presidente de Cajamar, y también por haber confiado en mí en el proceso de edición. Una edición que no solo ha sido la traducción literal del libro, sino también un diálogo permanente con los autores, puesto que para hacer una buena traducción, si tienes la cercanía de los autores, hay que aprovecharla, porque hay cosas siempre de la traducción que te ayuda muchísimo tener la cercanía de los autores para encontrar la frase y la palabra adecuada para explicar la situación del contexto de cada parte del libro. Por esto he introducido algunas notas del editor para contextualizar la situación de Francia, para contextualizar también algunos pasajes de la política y de la historia francesa que pueda ayudar al lector español a entender mejor el libro. Y quiero dar en mi intervención dos comentarios sobre los perfiles personales y académicos de los autores. Bertrand Herbier es un sociólogo francés ya jubilado, de origen agrícola. Su familia ha tenido una larga tradición de relación con las instituciones de la profesión agrícola francesa, concretamente con las cámaras agrarias y con las organizaciones también de productores, con las organizaciones de lo que componen en Francia ese gran entramado que se llama en términos genéricos profesión agrícola. Él viene, por tanto, de una tradición familiar de ahí, pero sobre todo viene de una tradición sociológica francesa muy rica, que es la de Henri Mendras. Henri Mendras fue uno de los primeros sociólogos franceses que se ocupó del cambio social, económico y político en la agricultura francesa como consecuencia del proceso de modernización después de la Segunda Guerra Mundial. Bertrand se ha formado en ese ambiente propiciado por Mendras y por tanto él ha seguido, diríamos, cogiendo el relevo, el legado de Mendras, y que se refleja en cierto modo en el libro que hoy tenemos ocasión de presentar. Bertrand ha escrito numerosos trabajos sobre estos temas, no voy a enumerarlo aquí, podéis acceder a ellos fácilmente hoy a través de las redes sociales, pero sobre todo lo que ha centrado su atención es sobre la dimensión política y social del cambio en la agricultura y en el mundo rural francés. Ese ha sido un poco su centro de atención y su interés académico. Además de su trabajo como sociólogo, él ha tenido responsabilidades en el ámbito de la gestión, ha sido presidente del INRA durante algunos años, ha formado parte de los gabinetes técnicos de algunos ministerios de agricultura, con lo cual ha tenido una experiencia también en las tripas, diríamos, del Estado, del Leviatán y de dónde se forja la política. Y luego ha tenido otro aspecto muy importante, que es el de un gran animador y dinamizador de grupos de reflexión, concretamente de la Red de Europa sobre sindicatos agrarios, que ahí fue donde yo tuve ocasión de conocerlo hace ya más de 30 años, y luego el grupo de Bruges, o de Brujas, porque nos reuníamos en la ciudad belga de Brujas, de reflexión sobre la política agraria. Bueno, pues ese es Bertrand Herbier,
y que con este libro ha querido plasmar esas reflexiones que durante 40 años lleva haciendo sobre la agricultura y el mundo rural francés. Y lo hace de la mano de François Pursegle. François es otra generación más joven que la de Herbier, pero ha seguido también ese legado. Diríamos que ha sido una carrera de relevos. Bertrand coge el relevo de Mendras, François coge el relevo de Herbier, y así esa cadena del conocimiento y de la reflexión intelectual sobre los cambios sociales, económicos y políticos en la agricultura. Y François es sociólogo, es profesor de la Universidad de Toulouse y ha escrito mano con mano este libro con Bertrand. Y además creo que tiene otro aspecto que hay que destacar: es agricultor. Es un pequeño agricultor de una explotación de olivar en Toulouse. Viene, por tanto, no solo del conocimiento que le da el estudio, la investigación como sociólogo, sino también que vive directamente en sí mismo, en su propia realidad de su explotación, todos estos cambios que están reflejándose y que ellos manifiestan y exponen en el libro. Y esto es lo que quería decir hoy por la mañana. Ha sido un proceso para mí muy enriquecedor, el de la traducción, y yo lo que me resta es agradecerle a ellos su amistad, su cercanía para facilitarme las cosas en la traducción, y también agradecerle que esté aquí hoy con nosotros, tanto François como Bertrand, en este acto de presentación del libro. Así que voy a dejar la palabra a que ellos intervengan. Va a intervenir primero François, exponiendo a través de unas diapositivas en español, que le hemos traducido al español para facilitar seguir la presentación, y va a presentar un poco el contenido del libro, las conclusiones, y luego cerrará la intervención Bertrand con algunas reflexiones sobre las consecuencias y las respuestas que exige dar a estos desafíos inmensos que tenemos ante un proceso de reconversión agrícola brutal que experimenta no solo la agricultura francesa, sino, yo me atrevería a decir, la agricultura a nivel mundial. Así que, François, cuando quieras. Gracias. Lo siento, no hablo español. Disculpe. Es un honor estar con ustedes. Gracias, Eduardo. Donc, je vais parler en français. Ça sera beaucoup plus simple pour moi. Merci de nous donner l'occasion de présenter la structure de ce livre en 3 parties. Une première partie est consacrée à la population agricole, une population en déclin. Une deuxième partie est consacrée à l'éclatement, la montée en diversité des exploitations agricoles françaises. Et la troisième partie est consacrée finalement aux disputes, aux controverses qui caractérisent aujourd'hui les mondes agricoles français. Je vais essayer de pitcher, pour reprendre une expression anglaise, ce livre. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il était important pour nous de dire, de donner à voir ce qui était indicible, que les Français n'arrivaient pas à nommer. C'était quoi cette révolution indicible que nous souhaitions nommer? C'est celle d'une population qui s'efface définitivement dans la société française. Et au moment même où elle s'efface, elle éclate. Jamais il n'y a eu aussi peu d'agriculteurs en France, jamais ils n'ont été aussi différents. Mais au moment même où ils s'effacent, au moment même où ils éclatent, jamais il n'y a eu autant de controverses et de disputes autour de la question agricole. La population agricole française n'a jamais été aussi peu nombreuse. Il n'y a jamais eu aussi peu d'agriculteurs en France. Ils sont 1,5% de la population active française. Le défi démographique est majeur. Jamais il n'y a eu aussi peu de chefs d'exploitation. Jamais il n'y a eu aussi peu de femmes chefs d'exploitation. Ce secteur est particulièrement touché par l'effacement, mais on a des filières comme la filière laitière, la filière des producteurs de lait qui a connu une saignée sans précédent. 250 000 éleveurs laitiers dans les années 1980, ils ne seront plus que 30 000 dans les 10 ans qui viennent. Jamais il n'y a eu aussi peu de vaches laitières en France, et une vraie question se pose, celle de la capacité de la France à produire encore du lait. Autre élément important à retenir, cette population s'efface, mais elle vieillit.
Dans les 10 ans qui viennent, la moitié d'entre eux auront l'âge de partir à la retraite. Autre élément important, on n'a jamais eu aussi peu d'exploitants qui travaillaient aussi en couple. C'est l'autre slide. Jamais il n'y a eu aussi peu d'actifs familiaux. Vous voyez ce schéma. On a très peu de chefs d'exploitation, mais on a très peu de conjoints chefs d'exploitation. Le modèle de l'exploitation conjugale, papa, maman et le fiston, ne représente plus que 18%, 19% des exploitations françaises. C'est la fin définitive de cette exploitation conjugale qui a été caractéristique de l'exploitation familiale française. Jamais aussi peu de chefs d'exploitation, jamais autant de salariés dans les exploitations agricoles. 987 000 salariés non familiaux interviennent dans des exploitations françaises. Et à la faveur de la crise de la Covid, on a bien vu, et les Français se sont rendus compte, même s'ils l'ont vite oublié, que finalement la salade, la tomate française était récoltée avant tout par des Roumains ou des salariés qui venaient d'Europe de l'Est. Ce défi démographique est aussi lié au fait que ce métier est désiré. Il y a une envie d'agriculture, il y a des installations, il y a à peu près 13 000 installations, mais il y a beaucoup de départs précoces. L'activité agricole est une activité à laquelle on accède plus tardivement et dont on part plus précocement. Et donc on a une mobilité sociale et professionnelle beaucoup plus grande dans ce secteur agricole parce que les nouvelles générations ne se projettent pas de la même manière dans les exploitations qui sont en place. Ils ne veulent pas toujours, même s'ils sont enfants d'agriculteurs, de la ferme familiale. Elles ne correspondent plus à leur mode de vie. Et ceux qui viennent de l'extérieur cherchent aussi de nouvelles filières, de nouveaux débouchés, ne pensent pas les marchés agricoles de la même manière. Et en fait, il y a une inadéquation entre l'offre et la demande d'exploitation, d'où les difficultés d'installation. Le mot installation est un problème pour les nouvelles générations. Deuxième idée, l'éclatement, la montée en diversité des exploitations agricoles. Slide suivante. Les statistiques nous disent des choses, oui. Elles nous disent quoi? Elles nous disent que les exploitations françaises sont de taille moyenne, 69 hectares, qu'elles voient leur nombre diminuer et qu'en moyenne, leur taille augmenterait. Mais cette taille, et c'est ça qui est surprenant quand on fait du terrain, ne serait que de 69 hectares. Mais vous allez voir que les choses sont parfois un peu plus subtiles que ça. Et alors, ce qu'on voit surtout, c'est que ce sont les exploitations de taille moyenne, le ventre mou de l'agriculture française, qui disparaissent le plus vite. Il n'y a jamais eu autant de micro-exploitations et de très grandes exploitations. Et c'est l'exploitation de taille moyenne, en fait, qui disparaît le plus rapidement, celle consacrée par les politiques publiques, celle qui constitue le modèle de l'agriculture française. La plupart des exploitations françaises sont familiales, mais pourquoi sont-elles familiales? Pour des raisons capitalistiques. Mais l'exercice du métier est de moins en moins familial. Et c'est peut-être moins fort qu'en Espagne ou dans certains pays d'Europe de l'Est, mais on a quand même 10% des exploitations françaises qui ressemblent plus à des firmes, à des industries, qu'à une exploitation moyenne. Et ces 10% d'exploitations de firmes représentent 30% quasiment du chiffre d'affaires de la ferme France et 30% de l'emploi. Donc l'enjeu, et Bertrand reviendra là-dessus, pour les politiques publiques et les organisations professionnelles, c'est de penser la coexistence d'une diversité d'exploitations aux ambitions de plus en plus variées. Une exploitation agricole, elle est de plus en plus une société parfois commerciale, une société parfois patrimoniale, une société parfois industrielle. Et on voit bien que la politique agricole, le mot même, l'adjectif d'agricole, ne permet pas toujours d'accompagner ces formes d'exploitation qui parfois ressemblent plus à l'entreprise artisanale ou industrielle, finalement, qu'à l'exploitation familiale. 60% des entreprises françaises agricoles sont des sociétés, 10% des chefs d'exploitation français sont dans plusieurs sociétés, dans ce qu'on appelle des holdings.
Et ça, l'appareil de statistique ne le voit pas. C'est un angle mort des statistiques agricoles. Et c'est ça qui invalide le fait que la taille moyenne d'une exploitation ne serait que de 69 hectares. Non, la plupart des exploitations françaises moyennes font 200, 300. La plupart des entreprises que j'étudie font aujourd'hui, dans le secteur des fruits et légumes, dans un département comme les Landes, dans le sud-ouest de la France, 2000, 3000, voire 4000 hectares. Oui, cette agriculture aussi existe en France, mais par contre, contrairement à l'Espagne, on ne veut pas le voir. Et ça, les statistiques ne le disent pas. Elles ne disent pas que finalement les entreprises françaises se rationalisent, se complexifient, et ça, c'est complètement invisible. Vous avez ici des images d'une exploitation située pas très loin de Toulouse, qui produit sur des milliers d'hectares en France, mais aussi en Espagne et aussi au Sénégal, des fruits et des légumes. Et donc, on a une complexité. L'exploitation agricole, la société agricole ne correspond pas toujours à l'unité de production agricole. C'est-à-dire que l'appareil de statistique, qui doit être au service des politiques, mais finalement passe à côté de certaines réalités. C'est-à-dire qu'une exploitation agricole, c'est plus forcément une unité de production. L'unité de production agricole, c'est parfois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exploitations, dans lesquelles les salariés sont dans une autre société et dans laquelle le matériel est dans une autre société. Et ça, les politiques en France notamment l'ont plus ou moins découvert à travers le livre et sont surpris de savoir que finalement, l'exploitation agricole est une entreprise qui se banalise, une entreprise comme une autre. Et ça, c'est difficile pour les Français d'admettre que l'exploitation agricole soit une entreprise comme une autre. Et ça, c'est lié à quoi? C'est lié au fait que les familles sont de plus en plus complexes. Oui, la première adversaire de l'agriculture familiale française, c'est la famille agricole française elle-même. C'est pas la peine d'aller chercher le grand capitaliste chinois ou américain pour expliquer la disparition des agricultures en France et en Europe. Les premières adversaires des agricultures familiales en Europe, ce sont les familles agricoles elles-mêmes, qui ne considèrent pas l'installation comme allant de soi. L'installation d'un enfant ne fait plus forcément projet. La famille n'est plus au service, et le patrimoine n'est plus forcément au service de l'exploitation, c'est l'exploitation qui est au service du patrimoine. D'où la sous-traitance de la délégation. Slide suivante. Tout ça, je l'ai plus ou moins dit. Et ce qu'on voit en France est un phénomène majeur, très invisible, c'est le développement de la tertiarisation de l'activité agricole. Bon nombre d'industriels aujourd'hui n'ont plus recours à des exploitants agricoles pour faire la production dans le secteur de la semence, notamment de maïs, dans les Landes, les Hautes-Pyrénées, ou alors les Pyrénées-Atlantiques. On a de plus en plus d'agriculteurs qui délèguent tout ou partie de l'activité de l'exploitation, comme des industriels du secteur de l'automobile ou de l'aérospatial, qui, pour des raisons assez rationnelles et de choix stratégiques, vont parfois déléguer tout ou partie de l'activité. 20% des éleveurs en Bretagne délèguent l'intégralité de la partie culture à des entreprises de sous-traitance. Aujourd'hui, la plupart des industriels de la pomme de terre en France ne contractualisent plus sous la forme de contract farming avec des agriculteurs, mais préfèrent passer, slide suivante, par ce qu'on va appeler des assistants à maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire que l'agriculture devient, comme dans le secteur industriel et commercial, portée par de nouveaux chefs d'orchestre qui organisent le travail pour le compte des industriels en prenant à ferme des terres. Et on voit apparaître dans le paysage agricole français de nouvelles formes de la tertiarisation des activités agricoles françaises. Alors, dans l'avenir, comment vont évoluer les exploitations? Elles vont prendre des formes très très différentes. Et la question qui se pose, c'est comment on va les accompagner, comment les filières, comment les organisations, comment les politiques vont accepter ce qui est inacceptable pour eux, c'est-à-dire cette banalisation de l'entreprise, et comment, finalement, ils vont être imaginatifs pour accompagner une exploitation agricole, slide suivante, qui va reposer sur des formes d'association, des formes d'intégration de salariés, des formes de délégation. Et parfois, une même exploitation agricole fonctionne
par association, délégation, etc. Alors, il faudra traduire, mais il y a un jeune agriculteur qui me disait il n'y a pas longtemps, pas très loin de Toulouse, il me dit, tu sais, moi, mon exploitation agricole, c'est une fusée à plusieurs étages. Et en fonction de ce que je vais vivre, eh bien, les modules de la fusée vont se séparer. Et ça, c'est très intéressant d'entendre ces agriculteurs qui conçoivent leur entreprise avant tout comme une société, mais comme plusieurs sociétés. Et je ne parle pas que des grandes sociétés, mais qui sont des business units sur lesquels on va s'appuyer et dont on va se séparer en fonction des crises. Lo que hablaba es que un joven agricultor le dijo que su explotación era un cohete con varias dimensiones, con varios elementos, módulos, gracias. Y que bueno, pues que no sabe con qué módulo se va a quedar, que no sabe cuáles son el módulo de futuro, pero que bueno, que hay que ir pensando pues en delegar, en trabajar, en integrar. Es una visión totalmente distinta de la clásica que hemos vivido anteriormente. Merci beaucoup. Et je terminerai par ces disputes et ces controverses qui sont caractéristiques de l'agriculture française. Vous l'avez vu, et en Espagne aussi, il y a eu des manifestations, il n'y a pas très longtemps, d'agriculteurs. Slide suivante. Et ces manifestations, pour nous, avec Bertrand, sont vraiment l'expression d'un malaise persistant. Mais c'est un monde qui ne veut pas mourir qui est dans la rue. Finalement, ces manifestations en Europe, il faut les interpréter comme celles de femmes et d'hommes qui se voient mourir et qui se voient disparaître. Et c'est important, le malaise agricole en France est lié aussi à cette crise de l'exploitation familiale. Ces exploitants agricoles qui ont le sentiment d'être incompris, qu'on ne les aime pas, alors que les Français aiment leurs agriculteurs. Eh bien, il y a ce sentiment de mal-être qui persiste, qui est multiforme, qui est protéiforme, et c'est ça qui explique aussi que les agriculteurs français sont dans la rue. Ils sont dans la rue pour 3 raisons. Ils sont dans la rue parce qu'ils ont un ras-le-bol de la paperasse, de la lourdeur administrative. Ils aimeraient pouvoir travailler comme ils le souhaitent. Mais ils n'attendent pas les mêmes choses de l'Union européenne. C'est ça qui rend difficile la résolution des conflits. Certains cherchent une reconnaissance sociale pour la transformation des systèmes, d'autres une reconnaissance politique parce qu'ils veulent vivre de leur métier, et d'autres une reconnaissance finalement économique parce que ce sont des entrepreneurs et ils veulent finalement qu'on défende les marchés. Slide suivante. Et donc c'est vraiment ce malaise, le malaise d'une exploitation familiale qu'on a vu dans les rues. Et pour la petite histoire, ça redémarre en France là, dans quelques jours, les agriculteurs vont à nouveau descendre dans la rue. Parce que les agriculteurs, contrairement, et on a réalisé une grande enquête à Sciences Po Paris auprès de 1000 agriculteurs, les agriculteurs font partie des Français qui sont les plus insatisfaits de la vie qu'ils mènent. C'est-à-dire que par rapport aux autres ruraux, les agriculteurs sont beaucoup plus insatisfaits de la vie qu'ils mènent, quels que soient les niveaux de revenus. C'est-à-dire que, qu'ils soient petits ou grands, ils ont l'impression de ne pas gagner la vie comme ils devraient la gagner, ou avoir la vie qu'ils devraient avoir comme les autres. Slide suivante, et je terminerai là-dessus. Et ce qui est dur pour eux, c'est que les controverses, elles se jouent dans les campagnes. Les controverses, elles sont liées à une opposition entre des rationalités, des logiques environnementales et des logiques économiques. Et les espaces ruraux sont les espaces finalement de ces conflits. Mais j'imagine qu'en Espagne, c'est aussi la même chose. Et c'est ça finalement qui déstabilise les Français, et notamment qui déstabilise les agriculteurs, parce que c'est dans leur propre territoire, dans les territoires qu'ils considèrent comme les leurs, que la critique est beaucoup plus forte. La critique, elle n'est pas forte à Paris ou à Madrid, elle est forte dans les campagnes, et c'est ça qui est difficile à vivre pour eux. Et je terminerai là-dessus. Voilà, en résumé, les 3 parties de notre ouvrage. Gracias. Alors, juste un point peut-être important là-dessus, c'est que, paradoxalement, les agriculteurs français détiennent un réseau d'institutions que nulle autre catégorie socio-professionnelle détient. Et on a 1,5% de la population active en France qui est une population d'agriculteurs, mais avec les organisations agricoles, avec les retraités, les enfants d'agriculteurs,
L'électorat agricole au sens large, c'est quasiment 8% de l'électorat français. Et c'est pour ça que les politiques français cherchent à séduire en permanence les agriculteurs, parce que les agriculteurs ne font pas gagner une élection, mais ils peuvent la faire perdre. Et c'est ça qui crée aussi une tension forte dans cette société française, parce que l'agriculture, c'est aussi 500 000 emplois dans l'industrie agroalimentaire. Et ce qui est intéressant, slide suivante, c'est que les agriculteurs maintiennent leur position, notamment, slide suivante, dans les communes. Et on voit que 14% des maires français sont des agriculteurs. Et ça, c'est quand même intéressant. Si on ajoute 7% de maires agriculteurs actifs avec les maires agriculteurs retraités, on a encore une population de maires qui est largement issue de la classe agricole. Et là, je crois que c'est terminé. Ce qui est très intéressant, c'est de constater que ce métier est controversé, ces métiers sont controversés, mais cette population est encore fortement appréciée et elle occupe une place très symbolique encore dans cette société française qui n'a pas envie de la voir mourir, mais surtout qui la fantasme. Et c'est peut-être ça le drame de l'agriculture française, c'est qu'elle est avant tout fantasmée, désirée, idéalisée, et elle n'est plus pensée comme elle est. Et c'est ça le drame des agriculteurs français, c'est de se voir fantasmer et ne pas être reconnus comme les chefs d'entreprise qu'ils souhaitent être. Yo quería introducir un pequeño matiz para ayudar a la explicación de por qué los agricultores franceses, perdiendo peso en la población agrícola, tienen un peso todavía político importante. Hay que recordar que en Francia el distrito, el arrondissement, lo que es la unidad electoral es la comarca, mientras que en España es la provincia. Entonces es muy importante que el distrito en Francia es la comarca, y cuando hay comarca rural donde se dirime un solo diputado, el peso del voto agrícola en esa comarca es muy importante. Sin embargo, en España, al tener la circunscripción electoral la provincia, todo el voto, diríamos, de los agricultores se diluye en el voto urbano de los grandes municipios o de la capital de provincia. Y yo creo que ese matiz es importante para entender lo que ha explicado François. Y perdón por el paréntesis. Doy la palabra a Bertrand. Bonjour à toutes et tous. Je voudrais d'abord remercier très sincèrement Eduardo Moyano d'avoir prêté attention à ce livre lorsqu'il est paru en français, ensuite de l'avoir traduit, et évidemment je veux remercier le président de Cajamarca d'avoir bien voulu publier ce livre et puis aussi d'organiser ce débat. Buenos días primero y dar las gracias a todos, en particular a Eduardo, que se fijó en el libro, que lo ha traducido, y bueno, y a Cajamarca y a su presidente, que han tenido la amabilidad no solamente de publicarlo, sino de organizar este evento. Alors, je voudrais faire quelques remarques. Pourquoi nous avons fait ce livre avec François? La première chose qui était pour nous très importante, et François l'a souligné, lorsque le recensement général de l'agriculture a été publié en France en 2020, la première réaction, aussi bien du ministre que des présidents des syndicats agricoles, a été de dire la surface moyenne des exploitations agricoles est passée de 52 hectares à 69 hectares. Et donc, vous voyez que la ferme France est toujours constituée d'exploitations familiales de taille moyenne. Bueno, cuando se hizo el censo agrario 2020,
la primera reacción tanto del ministro como de las fuerzas vivas, de los dirigentes sindicales, fue decir que hemos pasado de una explotación de una media de 52 a una media de 69 hectáreas, por lo tanto, lo veis, la agricultura francesa sigue siendo una agricultura familiar. Alors pourquoi c'est important en France de dire que l'agriculture, elle est constituée strictement d'exploitation familiale? C'est très important parce que, en fait, c'est un problème politique qui remonte à maintenant plus d'un siècle, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle, quand véritablement la République s'est installée en France. Et quand la République s'est installée en France, elle s'est installée sur l'idée qu'il fallait faire des paysans des petits propriétaires pour les arracher a la propriété aristocratique. Bueno, ¿por qué es tan importante este tema? Porque en la historia francesa, cuando la República, o sea, a finales del siglo XIX, se implantó, era importante la idea de que los agricultores se transformaran en pequeños propietarios para asentar la agricultura y alejarla de la agricultura dependiente de los señoritos feudales de la etapa anterior. Et donc notre imaginaire culturel, notre imaginaire politique, notre imaginaire agricole, si je peux dire, s'est complètement construit autour de cette identité, d'une identité française de l'exploitation familiale comme berceau de la République. Sí, todo el imaginario se ha construido en base a la agricultura familiar como cuna de la República. Recordar que en aquel momento la población activa, la población agrícola era je précise que 60%, 70% de la población, 50, 60, 70% de la población eran agricultores, por lo tanto era importante. Et alors, cette représentation de l'exploitation familiale, elle a été complètement relayée dans la période de modernisation après la Seconde Guerre mondiale, où on est passé de l'exploitation familiale à l'exploitation conjugale, comme l'a dit François. Et cette exploitation familiale conjugale a été, notamment sous l'influence de la France, a été le modèle de la construction de la première politique agricole commune. Et donc elle a été relayée dans la modernisation et dans la construction européenne. C'est vous dire la puissance, la force de ce mythe de l'exploitation familiale. Bueno, esta imagen se ha consolidado durante toda la revolución industrial, la modernización de la agricultura que ha vivido se ha transformado en explotación familiar, y este modelo de explotación familiar es el que la Francia ha trasladado a la construcción europea, y toda la primera PAC está construida sobre justamente este imaginario de la explotación familiar. Alors, ce que nous avons voulu faire, c'était de montrer qu'une partie de plus en plus significative de la production agricole, de l'occupation des sols, s'effectuait dans un cadre économique, culturel, social, qui s'arrachait véritablement au modèle de l'exploitation familiale. Et qu'il fallait en prendre conscience, aussi bien d'ailleurs politiquement que culturellement. Lo que queríamos demostrar es que una parte creciente de la agricultura del territorio se estaba gobernando con unas prácticas, unas organizaciones que se separaban de este modelo. Donc, nous avons fait finalement deux choses. La première, c'est toute cette série d'enquêtes que François a conduites avec des étudiants, des doctorants, sur ces nouvelles formes d'organisation du travail et du capital en agriculture. Et puis deuxièmement, nous nous sommes intéressés à comprendre en profondeur ce qu'était, et d'un point de vue sociologique principalement, pas seulement économique, ce qu'était la crise de ce modèle
de l'exploitation familiale, de la superposition entre la cellule familiale et la cellule de production dans nos sociétés modernes. Entonces hemos procedido, por un lado, con unas encuestas que François ha llevado con sus alumnos sobre el conocimiento, el desvelar la importancia de las nuevas formas de organización del trabajo en la agricultura, y también desde un punto de vista también sociológico sobre esta crisis de la entidad familiar dentro de la explotación. Nous avons cherché à comprendre pourquoi il y a plus de suicides en agriculture que dans les autres secteurs, pourquoi il y a plus de célibats, pourquoi il n'y a pas de renouvellement de génération, qui sont quand même des symptômes forts de cette crise de l'exploitation familiale. Y bueno, unas preguntas claves: ¿por qué hay tantos suicidios? Hay más suicidios entre los agricultores que en el resto de la población. Tu avais dit après les suicides, tu avais parlé... Le célibat. Ah, sí, de solteros. Y el tercero era... Y le renouvellement des générations. Ah, sí, y la falta y el envejecimiento de la... ¿Por qué está ocurriendo estos tres fenómenos? Alors, de tout cela, nous avons retiré quand même un paysage agricole autour de trois pôles. Le pôle des agricultures de firme, dont a parlé François, le pôle des agricultures familiales qui demeure, c'est pas parce qu'elle est en crise qu'elle n'existe plus, et puis nous avons sur le terrain vu émerger aussi un troisième pôle de petites exploitations qui relèvent beaucoup plus de la micro-entreprise, parfois de la start-up, parfois de ce qu'on appelle, les journalistes ont appelé les décrocheurs qui partent à la campagne pour faire un autre métier. Bref, on voit, et c'est intéressant à noter, qu'il y a en agriculture en même temps un noyau de petites exploitations extraordinairement innovantes y nouvelles. Sí, mirando lo que está pasando, nos hemos encontrado con tres grupos. Por un lado, la agricultura empresarial, por otro lado, sigue habiendo una agricultura familiar, pero una de las sorpresas ha sido pequeñas explotaciones, especies de start-up, muy innovantes, de gente que ha abandonado la ciudad y que está intentando abrirse en el campo, con mucha dinámica, y eso tiene mucho interés. Évidemment, mettre en place ce tripode pose d'énormes problèmes de construction des politiques publiques agricoles. J'ajoute pour terminer, au fond, nous avons été surpris du fait que ce livre a été en fait bien reçu, aussi bien dans les organisations professionnelles agricoles que par les pouvoirs publics ou les responsables politiques. Comme si, au fond, ce livre permettait enfin de mettre des mots sur des réalités. Peut-être qu'on les voyait, mais comme on ne leur donnait pas de nom, on ne les prenait pas en considération. Bueno, este trípode de organizaciones, de situaciones, hace mucho más complicado la elaboración de políticas agrarias enfocadas, encaminadas al terreno. Y luego, una cosa que nos ha sorprendido y es la buena recepción que ha tenido el libro, tanto en la administración como en los distintos sindicatos agrarios. Y la explicación que hemos encontrado es que hemos puesto palabras a procesos que la gente está viendo, pero que no se atrevía, no podía, imaginar, construir, definir. C'est-à-dire que, au fond,
comme le souffle Eduardo, ce qui était indicible est devenu maintenant exprimé. Lo que no podíamos decir, lo que no se podía decir, hoy en día se puede hablar de lo que no se podía decir. Et donc la conclusion, elle est très compliquée. Elle est très compliquée. Mais enfin, la première conclusion, c'est que si véritablement on prend conscience de cet éclatement, on ne peut pas continuer du point de vue des politiques publiques sur le même pied et avec les mêmes outils. Et donc la construction de ces nouveaux outils est un chantier pour nous extrêmement difficile. Bueno, entre las conclusiones, si somos conscientes de esta explosión del modelo agrícola, pues claro, hay que pensar otras políticas, otros instrumentos para hacer frente a esta realidad. Et je terminerai là-dessus en disant que ce livre n'apporte pas de solution. Le livre n'apporte pas de solution, mais nous considérions qu'il était d'abord très important de se mettre d'accord sur un diagnostic. Et ce qui nous a vraiment, comment dirais-je, encouragé, c'est que maintenant, grossièrement, enfin il y a toujours des écarts, mais grossièrement, c'est un diagnostic qui est partagé. El que busque en este libro respuestas se va a desilusionar. Ya les avisamos. En cambio, lo que hay es un diagnóstico. Y sin un buen diagnóstico tiene que ser el punto de partida de todo lo demás. Y lo importante es que tienen la impresión de que este diagnóstico, al menos, es cada vez más compartido. Merci. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Bertrand. Yo simplemente un pequeño también comentario, dado la cercanía en la que estamos teniendo el acto, ¿no? Una de las palabras que me resultó más difícil en la traducción es lo de indecible. Y lo comenté, la palabra indecible, la revolución indecible que aparecía en el texto en francés. La palabra indecible existe en español, pero tiene un significado algo diferente. En francés, indecible es lo que se sabe pero no se atreve uno a decir. Mientras que en español, indecible es algo que nos cuesta trabajo explicar porque quizás no tengamos las herramientas o tengamos la facilidad para poderlo decir. No porque no queramos decirlo, sino porque a veces no podemos decirlo porque no tenemos las herramientas suficientes para expresarlo. Entonces yo le di muchas vueltas a utilizar otra palabra que no sea esa, pero bueno, al final llegué al acuerdo con ellos de que era bueno mantener la palabra indecible porque era también hacer honor al libro, a la literalidad del libro. Y creo que esa connotación que tiene en francés la palabra indecible había que respetarla. Aún así, yo en el texto he procurado añadir algún comentario y alguna nota al editor para explicar ese pequeño matiz. Bueno, y también comentaros que la traducción va acompañada, en el caso del libro, de un epílogo que me pidieron en Cajamar, para que no me limitara solo a hacer la traducción, sino trasladar también alguna reflexión para el caso español, que yo creo que esa reflexión es la que van a hacer ahora en la mesa redonda, con lo cual el epílogo no es solo un pequeño resumen para facilitar la lectura del libro de Hervieux y de Pursegler, sino también una reflexión trasladada al caso español, que como dije al principio, así como en Francia, tal como han explicado ellos, el proceso de crisis de la agricultura familiar supone también un proceso en cierto modo traumático para la profesión, para la política. Yo creo que en el caso español no es así, porque no ha habido un imaginario colectivo español en torno a la agricultura familiar, precisamente por la enorme diversidad de nuestra agricultura. Pero eso es lo que tendremos ocasión probablemente de hablarlo ahora en la mesa redonda. Y sin más, vamos a dar por finalizada esta parte del acto y agradecerle a François y a Bertrand su intervención, que creo que ha sido bastante clara y estimulante. Gracias.